Bonjour Christine Lazerge. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous êtes aussi une ancienne députée. On va faire un petit tour d'actualité sur les droits de l'homme en France. Mais d'abord, c'est quoi le regard de Christine Lazerge aujourd'hui ? Le regard de Christine Lazerge, c'est un regard qui se veut ouvert, les yeux grands ouverts, vigilant sur les atteintes aux libertés et droits fondamentaux, donc sur les droits de l'homme, vigilant et contestataire quand ces atteintes sont violentes et même quand elles ne le sont pas. Emmanuel Macron était en déplacement ce matin à Calais. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que vous en attendez? J'en attends beaucoup, mais c'est aussi un peu difficile d'en attendre beaucoup quand on entend les propos du président de la République qui sont durs ces derniers temps sur sa politique migratoire et qui sont un peu différents des propos qu'il a tenus pendant la campagne. On voit difficilement comment faire une différence radicale entre les migrants économiques et les migrants politiques. Il est vrai que la Convention de Genève ne s'adresse qu'aux migrants politiques, pour faire court, mais dans un certain nombre de situations, surtout quand des migrants en situation irrégulière vivent en France depuis très longtemps, ils sont installés, ils travaillent, ont des enfants, on voit mal, et alors là pour le coup très mal, comment les expulser, les mettre dehors. Vous diriez qu'il joue avec l'opinion, qu'il essaie d'aller dans le sens de l'opinion, qu'aujourd'hui les Français ne sont pas mûrs pour accueillir toujours plus et davantage je pense que les Français sont beaucoup plus mûrs qu'on ne le croit, car dès que l'on est en zone frontalière, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir longuement à la MJC de Briançon, avec tout ce que des associatifs, des bénévoles font, et même en partenariat avec les pouvoirs publics, l'hôpital de Briançon est remarquable à cet égard. Et bien, dès qu'on est sur un terrain frontalier, où arrive quantité de migrants, et on l'a vu à Calais, on l'a constaté aussi à Calais, il y a une solidarité, au-delà même une fraternité qui frappe. Et les Français les plus durs à l'égard des migrants sont les Français qui n'ont jamais vu de migrants. Franchement, il y a une différence majeure dans l'opinion entre ceux qui soit ont été confrontés sans l'avoir cherché, soit ont cherché à connaître mieux la situation de ceux qui arrivent sur notre territoire, et ceux qui, au fond, ont une peur panique à l'idée que ces migrants vont prendre l'emploi de leur petit-fils en panne de travail. Vous parliez de solidarité il y a un instant. La solidarité fait l'objet de poursuites aussi. On sait qu'il y a des militants qui sont aujourd'hui poursuivis devant les tribunaux. Ça vous inquiète aussi? Oui, bien sûr, ça nous inquiète tellement à la Commission nationale consultative des droits de l'homme que nous avons rendu un avis extrêmement sévère, une déclaration qui est beaucoup plus qu'un communiqué de presse, articulé sur le plan juridique, montrant que le texte du Code du CESEDA, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit absolument être abrogé, ce texte sur le délit de solidarité. Alors il a été partiellement abrogé par le précédent gouvernement, mais il reste deux causes d'exemption, enfin plutôt les deux causes d'exemption qui peuvent faire qu'on n'est pas poursuivi sont très difficiles à interpréter. Il y a l'atteinte à la dignité, et les magistrats interprètent de façon différente ce qu'est une atteinte à la dignité, qui couvrirait, s'il y a atteinte à la dignité, il n'y a pas délit de solidarité. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a une autre cause d'exemption, mais prenons que ce premier exemple. L'atteinte à la dignité peut être perçue de façon extrêmement différente par un tribunal et par un autre. Et je peux dire, on peut dire, tout le monde le sait, que le tribunal correctionnel de Nice est plus sévère que d'autres, et que, par exemple, à Gap, il y a le tribunal de Gap, le tribunal de grande instance de Gap, a auditionné un certain nombre de personnes bénévoles qui reçoivent des migrants, mais il n'y a pas pour l'instant de poursuite au sens pénal du terme. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. La situation n'est pas la même partout. Martine Landry, quand même, en ce moment, 74 ans, militante d'Amnesty International, est poursuivie par la justice. Absolument. Pour avoir aidé, accompagné des jeunes mineurs isolés à aller rejoindre justement un service de l'ASE. Ça, justement, la situation des mineurs isolés,
absolument scandaleux. Et la CNCDH, alors aussi écrit beaucoup, rend de nombreux avis sur la situation des mineurs isolés étrangers. Et je veux vous dire que hier, à l'examen périodique universel de la France à Genève, devant 120 États, la France a présenté ce qu'elle faisait et ce qu'elle voudrait faire pour être plus conforme à l'ensemble des droits de l'homme. Et elle a été interpellée par une quinzaine d'États sur l'accueil ou le non-accueil que nous réservons aux mineurs non accompagnés. Interpellé, indigné, c'était une critique? Alors, chaque pays n'intervient qu'une semaine, une minute. Commence en général par remercier la France, pays des droits de l'homme, pour dire ensuite, mais cependant, il y a 3 ou 4 sujets sur lesquels on veut faire des recommandations. La traite des êtres humains et les mineurs non accompagnés sont les sujets qui sont revenus, non pas le plus souvent, parce que c'est l'égalité homme-femme qui est revenue le plus souvent, mais qui sont revenus très souvent ensuite. Et la situation des mineurs isolés étrangers est une situation en France qui est absolument inadmissible. Inadmissible. Les textes sont là. Si les textes étaient respectés, les mineurs isolés étrangers seraient plutôt bien accueillis en France, même très bien accueillis en France. Bilan de santé, accès à l'asile facile, scolarité, prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dans les départements. Il y a un déni de la classe politique aussi. Je me souviens de Valérie Pécresse qui avait refusé l'idée qu'il existe aujourd'hui en France des mineurs isolés étrangers. Alors ça, c'est un mensonge énorme. Bien sûr, il existe en France et il y en a beaucoup. C'est aussi parce qu'il y en a beaucoup que leur accueil est devenu plus difficile que ce qu'il était. Et les conseils généraux ont énormément de peine à avoir un service de l'aide sociale à l'enfance qui puisse matériellement accueillir tous les mineurs isolés qu'ils devraient accueillir. Mais c'est un devoir de l'État, c'est un devoir, une obligation internationale. Nous sommes signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un devoir national de par un grand nombre de textes et nous sommes loin du compte, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait ou pas suffisamment est fait pour qu'on puisse accueillir en respectant leur dignité et en étant extrêmement attentif à ce qu'ils ne soient pas embarqués dans un réseau de traite des êtres humains. Et j'ai trouvé hier intéressant à Genève que tant de pays parlent de traite des êtres humains, parlant de la France, et de mineurs non accompagnés. Ce qui montre que, d'abord, la traite, elle est mondialisée, et les mineurs non accompagnés aussi, mais on sait que la France pourrait faire mieux. Vous serez amené à rendre un avis sur le projet de loi qui va être présenté aux parlementaires au printemps prochain, Asile et immigration. Quel va être votre rôle à vous dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, j'ai eu un certain nombre de rendez-vous. C'est nous rencontrons le Premier ministre dans une dizaine de jours. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Bien, j'ai beaucoup de choses à dire au Premier ministre sur beaucoup de sujets, mais je vais aussi lui dire qu'une institution comme la CNCDH a dans son cœur de mission d'être éminemment attachée aux plus vulnérables. Et qui sont les plus vulnérables aujourd'hui dans ce pays? Les personnes en grande difficulté, en grande pauvreté et les migrants, indéniablement. Également les personnes handicapées. L'accès au travail des personnes handicapées, ça a été soulevé encore hier à Genève, l'accès au travail des personnes handicapées est quand même très très difficile, ou l'accueil des enfants handicapés dans certaines formes de handicap, comme l'autisme, est très très difficile dans notre pays. Si je ne m'abuse, vous êtes rattaché au Premier ministre ou au ministère de l'Intérieur? Nous sommes rattachés, non, pas au ministère de l'Intérieur. Au Premier ministre? Au Premier ministre, service du Premier ministre. Mais nous sommes une institution accréditée par les Nations Unies. Nous ne serions pas accrédités si nous n'étions pas indépendantes et pluralistes. Vous avez toute liberté pour rendre l'avis que vous voudrez. Toute liberté. Et d'ailleurs, le précédent président de la République me disait « Vous êtes intransigeant à la CNCDH ». Et je lui répondais « Mais c'est très précisément notre mission, de ne pas accepter que le pays dit pays des droits de l'homme soit un pays où ces mêmes droits de l'homme soient si souvent violés. » On espère que vous serez entendu. Après Netanyahou, Emmanuel Macron a reçu le président turc et s'en est allé voir le président chinois. Ça dit quoi des intentions du président français en matière de diplomatie internationale sur justement les questions des droits humains? Alors, ça veut dire que je pense que le président de la République veut entendre tout le monde, d'ailleurs il le dit. Donc être
à l'écoute de tout, y compris ce qui prête le plus à discussion. Pour revenir encore à l'examen périodique universel de la France, tout le monde a souri hier quand la Turquie a critiqué la France sur les libertés d'expression. Là, c'était quand même le sommet de ce qu'on pouvait entendre. Critiquer la France sur les libertés d'expression. Venant de la Turquie. La plus grande prison des journalistes. Je pense que c'est un choix de politique étrangère sur lequel je ne vais pas me prononcer parce que nous n'avons pas... Puis c'est le début, c'est trop tôt, mais c'est un vrai choix de politique étrangère qu'on peut contester, ne pas contester. Reste à savoir ce que cela donnera, produira. Alors hier, je recevais la romancière prix Goncourt 2016, Leila Slimani. Elle vous a posé une question. Elle vous demande qu'est-ce qui ferait que la France d'aujourd'hui et de demain pourrait être à la hauteur de l'image qu'elle a d'être le pays des droits de l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'on est ou on ne l'est pas, le pays des droits de l'homme? Ce qui fait qu'on l'est, c'est quand on donne accès et effectivité, non seulement aux droits civils et politiques de la Déclaration de 1789, mais aussi aux droits économiques, sociaux et culturels et environnementaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont nous fêtons cette année le 70e anniversaire. Et je souhaiterais, et tous les membres de la CNCDH le souhaitent, que cela devienne une priorité et qu'on entende plus souvent parler de droits de l'homme et de droits humains, c'est la même chose, dans les sphères gouvernementales. Alors justement, vous êtes la présidente de la CNCDH. À quand une CNDCH-F ou une CNDCH humain? Pourquoi on reste encore les droits de l'homme et non pas les droits de l'homme et de la femme? Alors c'est un débat qui, de mon point de vue, n'a strictement aucune importance. C'est vraiment un débat que nous avons au sein de la CNCDH. Mais l'homme de la déclaration de 89, comme l'homme de la déclaration de 48, c'est l'homme au sens latin, c'est le genre humain. Donc c'est le genre humain. Historiquement en France, c'est dommage de bafouer cette appellation-là, mais ici, dans le même avis, nous utilisons l'homme de la déclaration des droits de l'homme et aussi droit humain, et surtout droits humains quand il s'agit de droits sociaux, économiques et environnementaux. Mais sur les droits civils et politiques, nous restons très très attachés à droits de l'homme. Puis c'est l'appellation de notre commission, et je trouve dommage que l'on perde du temps à débattre. On doit accepter les deux expressions. Droit humain, c'est très laid, c'est un anglicisme. On n'est pas un anglicisme près, mais si on peut lutter encore un peu plus longtemps contre cet anglicisme, pourquoi pas. Une dernière question, un mot sur les prisons. Elles sont surpeuplées. La CNCDH a souvent dénoncé les conditions de détention. Oui. Emmanuel Macron semble vouloir maintenir son projet de 15 000 places supplémentaires en prison. C'est la solution, selon vous? Non. Et nous l'avons dit haut et fort, nous l'avons dit dans l'avis que nous avons adopté à l'unanimité sur la réforme Taubira, qui justement ne présentait pas la prison comme la solution par excellence. La construction de places de prison n'a jamais, sauf très momentanément, fait baisser la population pénale. La construction de places de prison donne aux magistrats l'impression qu'ils peuvent condamner plus encore à l'emprisonnement. La garde des Sceaux vient de nous saisir sur la détention des mineurs. Elle augmente considérablement malgré les conditions de détention et nous allons être en obligation de répondre à la garde des Sceaux que toute la gamme des sanctions, y compris les alternatives aux poursuites, doivent être utilisées à l'encontre des mineurs et que la prison n'a jamais pour les mineurs, d'ailleurs pas tellement pour les majeurs, mais quelquefois on ne peut pas faire autrement, donné de résultats positifs, d'autant plus que les moyens ne sont pas là pour que... je parlais des mineurs puisque je suis en plein en train de travailler sur les mineurs, pour que le temps de détention soit consacré à l'éducation, à la culture. Et pour les mineurs, la culture, l'insertion, l'intégration sociale se fait souvent par la culture. Et nous insistons beaucoup ici sur l'éducation et la culture pour les plus vulnérables. Merci beaucoup Christine Lagère. Demain, je recevrai Lina Ngazi, elle est lycéenne, secrétaire nationale de l'UNLSD. Oui. On évoquera avec elle la mobilisation lycéenne qui pointe son nez dans le débat sur la réforme de l'université. Vous avez une question pour elle ?
Oui, j'ai une question pour elle, d'autant plus que je suis professeur d'université, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, émérite maintenant depuis 2 ou 3 ans. J'ai une question pour elle, il faut absolument qu'elle se batte, non pas forcément contre la réforme radicalement, mais contre le fait qu'elle ne peut absolument pas être mise en place avec le manque de moyens flagrants, dramatiques des universités. La réforme n'est pas forcément mauvaise, mais elle ne peut même pas être mise en place s'il n'y a pas une attention portée aux moyens. On transmettra la question, merci beaucoup. Voilà. Merci, à vous.